Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Changement de gouvernement au Gabon. Le président Ali Bongo Ondimba s'est doté d'une nouvelle équipe de 30 ministres en écartant ceux dont les noms ont été cités dans des affaires de détournement de fonds. Les eurobonds ont la cote en Afrique. Ils ont connu une forte progression en 2018. De plus en plus d'États africains se tournent vers les emprunts internationaux pour solutionner le problème de leurs dettes. Et les femmes scientifiques représentent une faible part de chercheurs en Afrique. Elles constituent à peine 30% du vivier des savants sur l'ensemble du continent. Certains groupes ont décidé de remédier à cette carence de représentativité. Énième remaniement ministériel au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a procédé à une refonte de son gouvernement en conservant son premier ministre Julien Kogé-Bekale et en constituant une équipe de 30 ministres. Plusieurs collaborateurs cités dans des affaires de malversation ont été limogés. Un changement qui intervient quelques jours après le lancement d'une vaste opération anticorruption. Corinne Kamsefem. Le dernier gouvernement gabonais n'aura tenu que 25 jours. Le 2 décembre, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a procédé à un remaniement de l'équipe gouvernementale. Si le Premier ministre Julien Kogé-Bekale maintient son poste, plusieurs de ses collaborateurs cités dans les affaires de malversation financière ont été limogés. Il s'agit entre autres de Brice Lacruche Alianga, ancien directeur de cabinet du président et désormais ex-ministre en charge de la stratégie du développement humain, Noël Mumba qui détenait le portefeuille du pétrole et des hydrocarbures, ou encore Ondomba qui était lui en charge de l'énergie et des ressources hydrauliques. En un an, on ne peut pas changer 7 fois le gouvernement. C'est pas possible. Et celui qui arrive prétend toujours parler au nom du chef de l'État. Nous avons depuis hier donc un remaniement où certains ministres sont partis, ce qui est insuffisant vu l'ampleur du désastre financier parce qu'il s'agit des milliers de milliards qui ont été détournés. Le dit remaniement intervient quelques jours après le lancement d'une vaste campagne anticorruption baptisée Scorpion. Les opérations de police au sein de la haute administration ont abouti à plusieurs interpellations de hauts fonctionnaires, notamment Brice Lacruche Alianga et Noël Mumba ce 3 décembre. Ceux-ci ont souvent été cités dans des affaires de détournement de fonds publics. Nous, en tant que travailleurs, nous sommes choqués à cause des sommes détournées. Quand on nous impose des mesures d'austérité, que le pays va mal économiquement, or là nous avons la preuve que le problème du Gabon, c'est un problème de gouvernance, c'est pas un problème d'argent. Et que nous, les travailleurs, nous n'allons pas continuer à être les marchepieds de ces détourneurs. Alors que certains considèrent l'opération Scorpion comme un règlement de compte, le Premier ministre précise qu'elle répond surtout aux attentes des populations gabonaises qui aspirent à de meilleures conditions de vie garanties par une administration intègre et efficace. Les Comores ont atteint leur objectif, mobiliser près de 4 milliards d'euros pour financer les grands projets du plan pour l'émergence des Comores d'ici 2030. Les bailleurs internationaux et les acteurs privés qui étaient réunis à Paris en France les 2 et 3 décembre pour la conférence des partenaires au développement des Comores se sont engagés à verser cette somme, l'objectif étant de porter la croissance du pays à 8% en 2030. Elle est actuellement évaluée à moins de 3%. Plus de détails sur les grands axes de ce plan avec le secrétaire d'État comorien Mohamed Djouney Swali. Nous avons élaboré une vision d'un Comore émergent à l'horizon 2030 avec un plan de développement à long terme sur les 10 ans et des projets qui ont été élaborés soigneusement par des équipes techniques avec la collaboration des partenariats, la Banque mondiale, le PNUD et la Banque africaine de développement qui nous ont soutenus durant 3 mois durant pour préparer cela. Nous avons élaboré des grands projets qu'on appelle phares, des projets structurants et des projets sectoriels. Tous ces projets totalisent plus de 4 milliards d'euros. Moi, j'ai eu l'honneur de présenter effectivement les projets structurants. On les a appelés structurants parce que ça permet la mise en place des outils qui ont un impact en termes de synergie et de développement pour les Comores. Ce sont des projets structurants aussi parce que ces projets
vont soutenir d'autres projets. Donc ça va catalyser d'autres projets. Et ça va mobiliser plusieurs acteurs qui viennent de plusieurs horizons, mais toujours autour d'un objectif commun. Donc c'est le développement de l'Union des Comores. Les eurobonds font partie des solutions avancées par les pays pour lutter contre la crise de la dette, ce qui explique leur succès en Afrique. Les émissions de dettes souveraines africaines sur les marchés internationaux ont marqué une forte progression en 2018, un attrait qui s'expliquerait notamment par la baisse des revenus fiscaux. Plus de détails avec Ange Lemeillon. Le marché international de la dette obligataire séduit les pays africains. En augmentation de plus d'un tiers, les émissions de dette souveraine africaines sur les marchés internationaux ont marqué une progression importante en 2018. La baisse des revenus fiscaux qui a suivi la chute des cours des matières premières a forcé plusieurs gouvernements à revoir leurs objectifs d'endettement à la hausse. Bon nombre des États africains ont besoin de financer les projets susceptibles de les conduire à l'émergence. Les emprunts sont de plus en plus soumis à des conditions non concessionnelles, les emprunts extérieurs. Parce que pour autant, il y a beaucoup de besoins en financement. Pour autant, ceux qui disposent de ces fonds durcissent un peu les conditions. Ce qui amène plusieurs pays à chercher à se tourner vers les marchés financiers internationaux. Cette recrudescence des émissions s'accompagne d'un risque accru. Selon les estimations du Fonds monétaire international, publiées en avril 2019, parmi 35 États subsahariens, 7 sont en défaut de paiement, soit le nombre le plus élevé depuis 2009, tandis que l'endettement public dans la région atteignait à la fin de 2018 une moyenne de 56% du produit intérieur brut. Il faudrait que les États essayent de voir dans quelle mesure elles doivent travailler avec beaucoup de discernement, essayer de trouver la bonne dette, parce que la nature de la dette est aussi déterminante. Donc la dette est nécessaire pour financer les projets, mais il faudrait qu'on fasse très attention parce que ces dettes-là ont beaucoup d'embûches. Selon les données compilées par la plateforme de marché financier Dilogique, les 12 émissions d'eurobonds en 24 tranches de 2018 ont rapporté 26,2 milliards de dollars à 9 États, plus que les 19,6 milliards de dollars en 2017. Djibouti accueille depuis ce mardi 3 décembre l'édition 2019 de la Conférence pour une Afrique prospère, un rendez-vous de 3 jours qui réunit le secteur privé africain, les décideurs politiques et les organismes internationaux dans la continuité des efforts déployés pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Reportage de notre envoyé spécial à Djibouti, Oliva Diakotan. La zone continentale de libre-échange sera à sa phase pratique en juillet 2020. Le secteur privé africain réuni à Djibouti du 3 au 5 décembre 2019 pour une Afrique prospère croit fermement en ce projet mais ne manque pas de souligner des défis dont l'absence d'une monnaie commune, l'industrialisation et le défi sécuritaire. La mise en place du ZLECAf est complexe. Elle mettra des années avant de produire des effets. Mais le plus important est de montrer un engagement fort dans sa mise en œuvre par le secteur privé. De plus en plus dynamique, les politiques appellent le secteur privé africain à profiter davantage de ce marché de 1,2 milliard de consommateurs pour un PIB de 2500 milliards de dollars en créant des emplois et de la richesse pour une Afrique prospère. Notre continent a besoin d'une réelle connexion entre le milieu d'affaires de nos communautés économiques régionales, mais aussi d'avoir confiance en notre continent et foi à ses atouts et ses potentialités naturelles et stratégiques et humaines. Ce sont des panels, des rencontres d'affaires et des signatures de conventions pour un secteur privé fort pour une Afrique prospère qui sont à l'ordre du jour de cette conférence de 3 jours organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Djibouti. L'Afrique ne compte pas assez de femmes scientifiques. Sur les 2,4% de chercheurs africains comptés dans le monde, à peine 30% sont des femmes. Un faible chiffre que certains groupes comme L'Oréal veulent améliorer grâce à des projets pour stimuler le déploiement de l'intelligence scientifique des femmes africaines. Siamlo Victoria Sedje. Il n'y a pas assez de femmes scientifiques en Afrique. Les chiffres le démontrent. D'après le groupe L'Oréal, parmi les chercheurs mondiaux, on ne compte que 2,4% d'Africains, dont à peine 30% de femmes. Des statistiques que le groupe veut voir s'améliorer, surtout en Afrique subsaharienne,
où les difficultés rencontrées par les femmes sont énormes. Le groupe L'Oréal a décidé l'année dernière d'étendre ce projet d'identifier des jeunes talents africains à l'Afrique subsaharienne. Jusqu'à présent, c'était piloté à partir de l'Afrique du Sud. Donc il était important pour nous. La fondation L'Oréal qui a réuni donc ici à Dakar 20 femmes de l'Afrique subsaharienne, lesquelles ont reçu une bourse pour les accompagner dans cette recherche qu'elles sont en train d'entamer et contribuer ainsi, je dirais, à attirer plus de femmes scientifiques parce que nous pensons que c'est extrêmement important qu'il y ait plus de femmes dans les sciences. D'après les experts, le manque de modèles alimente le désintérêt des femmes pour la discipline. Pour rapprocher les Africaines de la science, le prix Jeunes Talents Afrique subsaharienne a été lancé en partenariat avec l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'aventure ne démarre pas, elle démarre par une bourse d'études. Mais bien entendu, heureusement que ça ne s'arrête pas par la bourse d'études. L'ambition, c'est de pouvoir permettre à ces femmes de rayonner dans leurs pays respectifs et au-delà de leurs pays respectifs, d'avoir un impact également sur le continent africain. En 2019, 400 femmes scientifiques d'une quinzaine de pays d'Afrique subsaharienne de divers domaines ont massivement participé à ce projet ambitieux. Depuis la création de ce prix, ce sont au total 11 femmes scientifiques d'exception et 129 jeunes talents africains qui ont été accompagnés. L'Afrique australe subit sa plus forte période de sécheresse depuis ces 35 dernières années, une situation due notamment au réchauffement climatique selon les spécialistes. En Afrique du Sud, la plus ancienne ville coloniale, Graaff-Reinet, traverse sa 4e année de sécheresse, ce qui entraîne de sévères restrictions d'eau. Un sujet de Corinne Camden. Des images bouleversantes d'animaux morts et de terres fissurées montrent l'impact d'une sécheresse qui dure depuis 4 ans dans la région de Karo, en Afrique du Sud. Les habitants de la plus ancienne ville coloniale du pays, Graaff-Reinet, traversent la pire période de sécheresse qu'a connue la région de Karo depuis plus d'un siècle. Dans le Karoo d'Afrique du Sud, et je suppose dans toutes les régions semi-désertiques du monde, Dieu fournit de l'eau potable et la conserve de 2 manières. L'une est dans les nuages et l'autre sous terre. Si nous ne pouvons pas localiser ces zones sur terre, nous ne saurons jamais où creuser pour trouver l'eau. Les données de l'Administration nationale américaine des océans et de l'atmosphère indiquent que Karo a été confronté à un été anormalement chaud avec des précipitations inférieures de 75% à la moyenne. Selon les Nations Unies, à cause de la sécheresse, 45 millions de personnes sont confrontées à la faim en Afrique du Sud. Cela a eu un impact terrible sur nous et comme vous pouvez le constater, le bétail et notamment les chèvres angora meurent. Les conséquences du réchauffement climatique sont plus que palpables. L'organisation caritative sud-africaine Gift of the Givers achemine de l'eau par camion vers les cantons et réalise des forages. Cependant, les eaux souterraines sont limitées et les habitants déjà en difficulté ont été instamment priés de réduire au maximum leur consommation d'eau. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.